Aujourd'hui, orientation sexuelle, genre, existe-t-il un problème? C'est réellement un plaisir de pouvoir faire cette rencontre avec vous. Bien entendu que j'aurais aimé que ce soit en présentiel, mais nous avons décidé de cesser de la reporter et de plutôt nous lancer. Je suis enseignant de méditation bouddhiste depuis presque 20 ans désormais. Je pratique la méditation depuis encore un peu plus d'années. J'ai travaillé comme entrepreneur social au Canada, au Brésil, particulièrement et dans plusieurs autres pays. Vous pouvez entendre que mon accent n'est pas d'ici. Je suis seulement depuis 2 ans en France, sur Montpellier. Aussi, j'ai été clown à l'hôpital. Oui, je vais répéter pour vous confirmer que vous avez bel et bien entendu. J'ai été clown à l'hôpital pendant plus de 20 ans. Oui, clown. Auprès d'enfants hospitalisés et aussi auprès de seniors vivant avec l'Alzheimer. Donc, je préférais vous prévenir d'emblée, au cas où vous attendiez à un exposé très sérieux et scientifique, puisque c'est une présentation du CHU de Montpellier, ou à une rencontre très respectueuse et spirituelle, parce qu'il s'agit d'un enseignant de méditation, et que tout à coup, vous trouvez que ça devient un peu, disons, clownesque. Maintenant, au moins, vous comprendrez mieux pourquoi, et peut-être me pardonnerez-vous ces écarts. Je voudrais d'abord vous exprimer ma gratitude pour être ici, aujourd'hui, à vous tous. Peu importe vos raisons d'être avec nous, il y a peut-être certaines personnes qui s'intéressent à la notion d'identité pour des raisons personnelles et ou professionnelles et étaient curieux de connaître la vie de la philosophie bouddhiste sur le sujet. Nous avons besoin de chacun d'entre vous. Il y a peut-être certaines personnes qui furent invitées par un proche pour les aider à mieux comprendre les doutes que peuvent susciter les questions de genre et d'orientation, déjà générateurs d'anxiété pour soi-même, mais plus encore en étant confrontés à l'incompréhension et même à la haine que nos sociétés peuvent exprimer. C'est donc formidable que vous soyez ici. Merci. Enfin, il y a des personnes qui sont intéressées parce qu'elles-mêmes pensent s'identifier ou déjà s'identifient à ce regroupement qui a choisi de se nommer LGBTQI+, en signe de formidable inclusivité et qui n'a cesse d'ajouter de nouvelles lettres à la fin. À vous spécifiquement, de la communauté LGBTQI+, j'aimerais d'abord vous dire combien vous avez ma sincère admiration et combien j'aimerais vous exprimer ma gratitude. Pourquoi ça? Ma sincère admiration, d'abord, parce que je comprends le courage que cela demande. Peu importe où vous vous situez sur ce parcours, peu importe que vous ayez grandi dans un environnement familial soutenant, et même vous ayant transmis tout jeune qu'il existe de nombreuses identités possibles en termes de genre et d'orientation et de combinaison et d'intégration et de hors normes et aussi de fluidité, ou que non. Malheureusement, ce fut plutôt carrément l'opposé que vous ayez vécu. Peu importe. Parce que je comprends que vous partagez tous, c'est que vous avez osé questionner. Vous avez osé douter. Vous avez osé remettre en question. Vous avez osé ne pas accepter la présupposée normalité. Or, oser braver cet inconfort est courageux. Oser envers et malgré tout être honnête avec soi-même. Cela demande toujours de surmonter la peur. La peur de ne pas savoir si ce que nous allons découvrir va nous convenir, certes, mais plus encore la peur que cela va nous exiger de vivre à la hauteur de ce que cela rend possible.
Personnellement, je crois que c'est surtout cela qui demande du courage. Je dirais d'ailleurs que c'est en partie ce que vous avez osé faire. Est-ce que nous appelons méditer? Mais méditer vraiment. Parce que ça veut dire braver l'inconfort et l'incertitude avec une passion pour l'intégrité. Et plus encore, parmi certains... Parmi vous, non seulement vous avez réussi à vous prouver à vous-même ce premier courage, celui d'avoir été intègre envers vous-même, mais vous avez choisi de braver un deuxième courage, celui de partager cette intégrité avec ceux que vous considérez comme étant vos proches. Et enfin, il y a un troisième niveau, supérieur, de courage, s'officialiser dans ses relations sociales, le coming out. Combien j'admire réellement ces manifestations de bravoure, combien elles m'inspirent pour oser, moi-même, avancer encore et encore sur le chemin de l'authenticité, d'oser devenir réellement soi-même, avec toute la puissance que cela signifie, avec toute la capacité d'amour que cela peut exprimer, avec tout le vertige de ne pas être du tout ce que j'avais cru pendant tant et tant d'années que j'étais, mais bien, bien plus. Je veux aussi vous exprimer ma gratitude, de façon générale d'abord, puis de façon personnelle. Une conclusion que nous pouvons tirer de notre profonde observation en méditation est combien nous sommes tous interreliés. Effectivement, nous ne pouvons pas affirmer que les actions des autres n'ont aucune incidence sur nous, même si ce n'était qu'un niveau infinitésimal, car nos destins sont tous interreliés. En philosophie bouddhiste, nous traduisons cela entre autres par l'analogie suivante. C'est comme si nous constituions tous ensemble toutes les cellules du grand corps de la vie, toutes distinctes, mais inséparables. Tous ont une influence sur nous et nous avons tous une influence sur tous les autres. Ainsi, la qualité avec laquelle nous choisissons librement et consciemment de vivre a des effets de même nature sur la vie de tous les autres. Donc, nous pouvons dire que c'est notre responsabilité que non seulement nous vivions avec qualité, mais aussi que nous soutenions les autres à vivre avec qualité. Ainsi, je crois que je peux déclarer que vous, de la communauté LGBTQI+, participez à la création d'une culture dont nous sommes tellement plus nombreux que nous le pensons à pouvoir en jouir. Vous participez à la création d'une culture d'authenticité par rapport à qui nous sommes, à ce qui peut nous rendre heureux, à ce que nous pouvons faire et accomplir, à combien nous pouvons être bénéfiques pour tout l'ensemble. Permettez-moi de détailler un peu cela. Vous, d'abord, qui avez complètement remis en question la notion de genre, vous tous, entre autres, de la culture trans, queer et inter, vous et vos différentes générations pionnières avant vous, vous et vos parents et grands-parents idéologiques, en quelque sorte, et bien entendu de pair avec d'autres mouvements, surtout sur l'élan de toute l'émancipation féministe. Mais vous aussi, vous contribuez au jour le jour, directement ou indirectement, à ce qu'aujourd'hui, combien d'hommes peuvent désormais promener bébé au parc, pleurer, admettre avoir tort, jouer au rugby et s'épiler, être un crack de la finance et prendre soin de sa peau, sans que personne ne se surprenne plus. Et ce n'est
Plus que les hommes doivent le faire ou ne doivent pas le faire. Désormais, c'est qu'ils ont la liberté de faire comme il leur plaît et que la norme ne s'en préoccupe guère plus beaucoup. Par votre contribution aussi, combien de femmes peuvent simplement se permettre, dorénavant, d'ouvrir un compte en banque, de conduire une voiture, de vivre sans un homme, d'étudier en sciences, de diriger une équipe. De nouveau, les femmes ont désormais le choix. Et la norme ne s'en préoccupe guère plus beaucoup de nos jours. On s'en fout. C'est juste incroyable. Il y a encore plein de choses à changer, certes. Une femme chef de chantier ou un homme infirmier, ça continue encore d'étonner. Quel dommage! Mais se rappeler aussi que ça ne remonte qu'à 1965 pour qu'une femme française puisse ouvrir un compte de banque sans un homme. 1965. Merci aux féministes et merci aussi aux trans, queers et inter. Le militantisme ne sert pas que la cause qu'il défend, il bénéficie à tous. Donc, toute cette liberté, je crois que c'est important de le souligner. C'est aussi grâce à vous. Car vous avez complètement remis en question ce qu'est un genre et ce qu'il doit ou ne doit pas faire, ressentir, vivre, désirer et rejeter. Et ne nous en cachons pas, nous en bénéficions tous aujourd'hui. Tous. Alors merci. Maintenant, vous qui avez remis en question complètement la notion d'orientation sexuelle, vous de la culture homo, bi, asexuelle et pansexuelle et ainsi de suite, vous aussi et vos différentes générations pionnières avant vous, vous avez créé pour nous tous un bouleversement culturel dont nous profitons tous aujourd'hui, comme si c'était plus que normal, la dissociation entre sexualité et procréation. Oui, même pour les personnes qui s'identifient aujourd'hui à des cultures ultra-traditionnalistes, par exemple, elles peuvent choisir que pour elles, sexualité et procréation vont ensemble. Ensemble veut dire que deux choses dissociées ont été mises ensemble, par choix. Et grâce à votre contribution, elles ont désormais, elles aussi, le choix. Elles ne sont pas forcées. Elles le choisissent. Vous participez de près ou de loin à ce que nous ayons tous les choix à notre disposition. C'est fabuleux. Pensons à cette population en croissance, celle des 50 ans et plus, avec désormais une espérance de vie de 40 ans de plus et de qualité. C'est une révolution. Une population, cependant, qui a passé l'âge de la procréation. Eh bien, peu importe qu'on soit confortable ou pas avec les homos, les bi, les pans et ainsi de suite, que l'idée de pouvoir choisir de continuer à être actif sexuellement plaît à plusieurs. Oui, la Révolution française a décriminalisé dès 1791 les actes sexuels non reproductifs, ce qui portait le charmant nom, totale ironie ici, de sodomie. Oui, sodomie, à l'époque, couvrait donc un très large territoire, bien au-delà de l'homosexualité masculine. Mais décriminaliser ne veut pas dire que cela entre immédiatement dans les mœurs ou que la discrimination cesse. 1791. Alors, il est clair que ce sont les dernières générations qui ont travaillé très fort pour que cette liberté soit désormais possible. Particulièrement parce que les femmes ont désormais accès à une vie sexuelle tellement plus épanouie, indépendamment du caractère reproductif et indépendamment de la nécessité d'une présence masculine. Oui, par votre émancipation, vous avez contribué à une révolution de la sexualité des femmes, permettant plus qu'une révolution autour de The L Word. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour lesbienne, c'est le titre d'une série américaine.
mais carrément ce qu'on pourrait appeler désormais the Women's Sexual Liberation Word. Du point de vue bouddhiste, l'acte sexuel était considéré comme dissociable de la reproduction depuis de nombreuses générations et pouvait donc, comme n'importe quelle autre activité humaine, être vécu avec une attitude méditative, c'est-à-dire dont la finalité est le développement de nos meilleures qualités humaines. Enfin, permettez-moi un dernier merci à vous tous qui avez remis en question la fixité d'identité. Ah oui, vous revendiquez une envie de ne rien fixer, de ne rien saisir, de rester fluide, de peut-être se sentir plus féminin un temps ou dans un contexte donné et plus masculin un autre temps dans un autre contexte, d'avoir envie de réparer sa moto puis de coudre des vêtements, de se sentir fortement attiré par un type de genre, mais aussi de pouvoir changer et puis même de ne plus vouloir penser en termes de genre, mais en termes de personnes que j'aime. Et ainsi de suite. Notre société, depuis la Deuxième Guerre mondiale, a complètement changé. Nous sommes passés, pour utiliser les mots du sociologue Zygmunt Bauman, d'une modernité solide à une modernité liquide. Nous étions certains de nos principes et de nos catégories, et grâce à cela que nos objectifs étaient fixes, permanents. Un homme était un homme, une femme, alors, ok, un homosexuel était un homosexuel. Et tout ce bel ordre serait maintenu si personne n'allait changer de case. Il fallait donc aimer la même personne toute sa vie, travailler pour la même entreprise, aimer la même équipe de foot et le même parti politique. Mais tout cela, c'est complètement modifié. C'est liquéfié en quelque sorte. Même au sein de la communauté LGBTQI+, constatons l'évolution des représentations solides vers celles liquides. Si nous comparons par exemple les films La cage aux folles en 1978 et Guillaume et les garçons à table en 2013. Dans La cage aux folles, Michel Serrault jouait avec cette idée attendue ou solidifiée de l'homosexuel. Mais alors que c'est encore considéré une maladie mentale par la médecine française. Tandis qu'en 2013, Guillaume Gallienne se déclare un homme efféminé qui fait son coming out hétéro. Nous sommes dans la liquidité. Il n'y a plus de petites cases qui tiennent. Et de plus, l'espérance de vie ayant tellement augmenté depuis la Deuxième Guerre mondiale que désormais, plusieurs d'entre nous voulons vivre plusieurs vies dans une vie. Avoir plusieurs carrières, se réinventer, vivre dans différents pays, se retrouver mariés plusieurs fois, vivre avec la fluidité de nos familles et amitiés recomposées et mouvantes. Nous sommes tellement désormais heureux en 2020 de pouvoir choisir. Je mangerai la même cuisine toute ma vie ou je changerai selon les circonstances et mes envies, à chacun son kiff. Et vous, les personnes fluides ou fuyant toute catégorie, vous y avez tellement contribué, directement et indirectement. Eh bien donc merci à toute la vaste culture LGBTQAP+, d'avoir aidé à ce que nous ayons désormais toute cette liberté. J'aimerais enfin exprimer ma gratitude à vous tous, plus personnellement. Je vous ai mentionné que je suis clown. J'ai étudié l'art dramatique et la danse contemporaine. Je me suis intéressé à la philosophie, à la santé publique, à la communication, aux changements sociaux, à la psychologie. Eh bien, mon univers à moi est rempli de personnes LGBTQI+. Dans mon univers à moi, ça ne constitue pas une minorité. Ma fac, à moi, c'était une gay pride. Et qu'est-ce que je vous dois? Beaucoup. Parce que, par votre exemple, j'ai eu le courage de me libérer de plus en plus de la peur d'être moi-même. Une séquence de film
illustre pour moi si bien cela. Dans Billy Elliot, le film britannique, sur un jeune préadolescent de milieu ouvrier qui se découvre un immense bonheur pour le ballet. Et comme je suis formé en danse contemporaine, vous comprenez que ce film m'a beaucoup touché. Et il y a cette scène qui est le pivot dans la quête d'identité de Billy Elliot, alors que son jeune ami trans, Michael, l'invite simplement à s'amuser avec lui à mettre les vêtements de sa mère. Ils ont 11 ans et les deux s'amusent avec une remarquable innocence. Alors, à la surprise de certains peut-être, Billy ne se révélera pas homosexuel, ni trans, simplement pour avoir participé à ce jeu. Il se révélera toutefois qu'il est une personne qui a envie d'exprimer au monde entier qu'il adore danser. Et peu importe les jugements de son entourage, Michael le soutiendra toujours. En fait, sans Michael et sa liberté d'explorer, le Royal Ballet aurait perdu un remarquable danseur étoile. De nos jours, je suis tellement heureux de pouvoir faire de grands jetés sur la plage, ou d'imiter Freddie Mercury quand m'en prend l'envie, ou de compétitionner férocement dans des sports de raquettes, ou de débattre passionnément sur des points philosophiques. Grâce à vous, je suis libre de le faire sans plus être en crise par rapport à mon identité. Je m'offre même la liberté désormais de trouver attirant les traits d'une personne sans devoir savoir d'abord son genre biologique. Et professionnellement, là je dois vous dire, être un clown, déjà par définition c'est hors norme. Mais parmi les clowns, j'étais un enseignant bouddhiste. C'est encore plus étrange. Et de l'autre côté, peut-être encore plus étrange, je vous dirais, c'est que parmi les enseignants bouddhistes, j'étais un clown. Donc là, c'est rendu dans le très bizarre. Alors, pensez à mes chers parents, plutôt catholiques, conformistes, avec un bon cœur. Mais ce fut plutôt difficile d'avoir à m'accepter en tant que clown, d'abord, et ensuite en tant qu'enseignant bouddhiste. Cela n'est rien comparé à ce qu'une transition peut être, ou à une acceptation d'une orientation sexuelle. De par mes nombreux amis, je le sais. Les enseignants bouddhistes ne sont pas pourchassés en France, au Canada ou au Brésil. C'est bien. Toutefois, j'ai été régulièrement pourchassé et violenté par des enfants en tant que clown. Comme nous aimons dire dans le milieu des clowns d'hôpital, il n'y a vraiment rien de pire que des enfants en pleine santé. Mais ce n'est toujours rien du tout. Donc, tout cela pour dire, quand on m'a proposé de partager mon expérience et mes réflexions sur les questions identitaires liées au genre et à l'orientation sexuelle selon cette science de l'esprit que constitue le bouddhisme, j'étais juste enthousiaste. J'avais tellement hâte. Car tout au long de ma vie, de nombreuses personnes LGBTQI+, m'ont inspiré cette irrésistible euphorie, celle de partager sans limite le meilleur de soi-même. Je suis si heureux de pouvoir converser ensuite avec tous ceux d'entre vous qui pourront se joindre à la partie interactive en visio qui suivra. S'il vous plaît, faisons une différence claire dès maintenant entre la science méditative millénaire bouddhiste et les différentes cultures où elle s'est implantée. Car du point de vue culturel, vous trouverez une abondance de biais misogynes, homophobes et transphobes, ainsi dans la plupart des sociétés qui se disent bouddhistes. Très bien? Okay. Nous devons tous faire attention, regarder à l'intérieur de nous et être honnêtes, car ce sont parmi nos ignorances et nos peurs que commencent toutes les stigmatisations.
nous sommes les premiers à nous discriminer, non? Nous verrons donc aujourd'hui, pour stimuler cette réflexion, les deux sujets suivants. D'abord, comment la méditation bouddhiste peut nous aider, nous, à mieux vivre avec nous-mêmes et avec la difficulté d'acceptation que peuvent vivre nos proches. Ensuite, comment la philosophie bouddhiste peut nous offrir des outils supplémentaires dans la déstructuration tout autant de l'homophobie que de la transphobie, tant les nôtres contre nous-mêmes que celles des membres de notre société et de ses lois et structures. En premier, j'aimerais vous inviter à une courte pratique de la méditation même. Ce que nous faisons, par exemple, au CHU de Montpellier, dans le centre de thérapie troubles de l'humeur et émotionnelle, dans chacune de nos séances du programme de TCC de 3e vague, basé sur l'identification progressive de soi. Ce ne sera pas quelque chose d'ésotérique et bizarre, quelque chose qu'on fait à l'hôpital. La première chose, peut-être vous me direz qu'à l'hôpital, parfois, c'est un peu ésotérique et bizarre. Bon, d'accord, je vous l'admets. Donc, la première chose est que le bouddhisme, entendons-nous, est une science de l'esprit. Nous passons donc beaucoup de temps à comprendre d'abord ce qu'est notre esprit. Nous savons tous que nous avons un esprit. Mais si quelqu'un nous demandait, mais qu'est-ce que ton esprit exactement? Oui, là nous aurions de la difficulté à répondre. Et ne vous sentez pas mal, car la plupart des neuroscientifiques actuels, psychiatres, psychologues et philosophes de la conscience ont aussi énormément de difficultés à répondre à ce qu'ils appellent eux-mêmes le problème difficile. Effectivement, jusqu'à Descartes, dont la pierre angulaire, son « je pense », donc « je suis », reposait sur le fait indéniable d'avoir un esprit, mais sans pouvoir définir clairement l'esprit. Alors voilà, si Descartes n'y arrivait pas, ne vous surprenez pas. Voilà, si dans une entrevue de travail, on vous demande c'est quoi exactement l'esprit, maintenant, vous pourrez remercier cette conférence, vous aurez quelque chose d'intelligent à répondre. Ça sera au moins ça. Car c'est beaucoup moins le cas depuis des générations auprès des méditantes et méditants. C'est-à-dire celles et ceux qui ont consacré des années de leur vie à observer scientifiquement leur propre esprit. Peut-être pourrions-nous nous permettre d'apprendre un peu de leur expérience. Quand nous pensons à notre esprit, d'abord nous vient toute cette vie intérieure. Mon esprit, mes sentiments, mes sensations, mes rêves, mes fantasmes, mes imaginations, mes réflexions, calculs, autres abstractions, désirs, peurs, et bien entendu, cette petite voix qui nous parle constamment. Vous l'avez aussi, non? Ne me dites pas que c'est juste moi. Tout cela est comme à l'intérieur. Bien que ce sont simplement donc des choses connues que par l'esprit. Par ce qui est conscient, ce qui connaît, ce qui perçoit, ce qui conçoit. Si vous me permettez, un peu comme le ciel, l'esprit, est l'espace où les nuages, les pensées, peuvent se former. Mais les nuages ne sont pas le ciel. Ceci, nous le comprenons très bien, non? Nous pouvons donc comprendre que notre esprit est comme un ciel conscient, duquel les pensées et les sensations peuvent se former. Un espace de conscience, un espace de perception, un espace de création. Et comme cet espace, comme c'est effectivement spacieux l'esprit, nous pouvons comprendre qu'il est sans forme à notre expérience. L'espace de notre esprit n'a aucune couleur, ni contour, ni limite, et ainsi de suite. En effet, si notre esprit était rose,
nous ne pourrions percevoir aucune autre couleur que le rose. Si notre esprit est un son strident, nous ne pourrions percevoir aucun autre son. Et nous savons que nous pouvons percevoir une combinaison incroyablement riche de perceptions. Ce monde délirant à l'état de veille. Tout ce qu'on peut imaginer, et plus encore, tout ce nous rêvons. L'esprit a un pouvoir illimité. De plus, la science n'a jamais réussi à démontrer une forme à l'esprit, ni à tirer une image de l'esprit. Il n'y a jamais eu de photo de l'esprit, par exemple. De plus en plus, la corrélation entre l'esprit et la matière physique est révélée dans des subtilités de plus en plus raffinées, de plus en plus précises. Mais l'esprit lui-même, ou conscience, demeure sans forme, fonctionnel. Nous en sommes les premiers témoins, mais sans forme. Donc, en méditation bouddhiste, nous nous entendons sur la définition suivante. La nature de l'esprit est clarté ou sans forme, et sa fonction est de connaître ou percevoir. L'esprit est clarté, pas au sens lumineux, plutôt comme une transparence, une absence de tout filtre, comme on dit que une eau est claire. Normalement, quand nous disons que nous regardons en nous, nous observons les nuages. C'est-à-dire que nous prenons connaissance des sentiments, des désirs, des craintes, des idées, des pensées, ainsi de suite, qui nous animent. Mais proposons-nous d'observer plutôt notre esprit même. Portons notre attention sur le ciel plutôt que sur les nuages, sur l'espace conscient plutôt que sur les objets de conscience. Je vais vous guider. En pratique, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. De plus, avant de commencer, j'aimerais encore mentionner un autre détail fort intéressant. Notre esprit étant toujours clarté, il est donc toujours pur et paisible. Ce n'est pas ce qui me semble habituellement, non. Oui, non, mais je comprends, bien entendu. Mais il se révèle toujours une sensation de paix et de contentement. Dès que notre esprit est libéré de ses préoccupations agitantes habituelles. Vérifiez par vous-même. Le problème est que nous cultivons habituellement tellement de pensées agitantes, de préoccupations perturbantes, et que c'est cela qui crée cette expérience d'inconfort intérieur. Alors que dès que nous faisons cesser ce flot particulier de pensée, l'expérience de paix et de contentement se révèle à nous. Comment faire? Comme cela. On arrête d'agiter un verre d'eau et les sédiments se déposent naturellement. L'eau la plus boueuse se révèle à nouveau pure, calme et claire. N'est-ce pas? Il en est un peu de même avec notre esprit. Si nous nous concentrons sur un phénomène qui n'agite pas notre esprit, on arrête de penser à des choses qui nous agitent. Eh bien, notre esprit se calme. C'est aussi simple. Il se révèle alors pur et clair. Une merveilleuse expérience de bien-être. Avant d'apprendre à distinguer les états d'esprit qui agitent l'esprit de ceux qui ne l'agitent pas, nous devons calmer l'esprit pour être bon juge. C'est un peu comme ramener notre instrument de mesure à neutre. La méthode est de prendre d'abord une expérience, donc tout à fait neutre, mais reliée à notre esprit, notre respiration. Tout simple, tout proche. Donc, je vais vous proposer pendant quelques minutes seulement, ne vous inquiétez pas. Puis si ça vous inquiète, vous passez sur pause, vous avancez,
Et voilà, aucune inquiétude. Vous passez la méditation, tout ce moment de calme naturel, vous pouvez le sauter. C'est bien, non? Merveilleux la technologie. Donc, la méthode est de nous concentrer quelques minutes sur notre respiration. Et le but, c'est pas de réussir, c'est de nous concentrer quelques minutes. Le but, c'est pas de réussir, le but c'est de se concentrer quelques minutes. Pas que nous allons réussir à nous concentrer, le but c'est de ne pas penser à ce qu'on pense habituellement. C'est ça le problème. C'est pas que c'est magique la respiration, c'est spécial, c'est mystique. C'est les courants de la vie qui me donnent cette paix. Non, juste que pendant que je suis concentré sur ma respiration, et que c'est merveilleux de respirer, je suis absolument d'accord avec vous, mais je ne suis pas en train de penser à ce à quoi je pense habituellement, qui normalement agite l'esprit, et donc agite les sédiments. Et là, je ne comprends pas pourquoi je suis confus et que je me sens mal. Et normalement, l'idée, c'est de s'agiter encore plus, ou de prendre un agitant extérieur, ou sinon de couper avec toute sensation. Si à la place, j'arrêtais de m'agiter et je pouvais vivre complètement la sensation paisible qui va émerger. Ça vous intéresse? Sinon, vous accélérez. Donc, on va prendre plaisir, on va essayer, en quelque sorte, comme un jeu. On va essayer de s'absorber totalement. Ne soyez pas tendus. Hein, c'est juste un jeu. Ça vous va? Je vais vous guider. Et puis si vous ne réussissez pas, même je vais vous inviter à imaginer que vous allez réussir. C'est trop simple, trop facile. Et pourtant, c'est tout à fait scientifiquement valide. J'ai 15 000 recherches à l'appui. Vous pouvez accélérer, il n'y a aucun problème. Donc, je vous en prie, trouvez une posture qui vous soit agréable, mais je vous invite à ce qu'elle ne soit pas trop relaxante pour ne pas rater l'expérience. Au contraire, une posture pour être présent à cette expérience. Par exemple, le dos droit, mais sans tensions inutiles, les épaules relâchées, la respiration normale, peut-être un léger sourire sur nos lèvres. Certains préfèrent fermer les yeux complètement, d'autres les garder légèrement ouverts. Trouvez ce qui est le mieux pour vous. Et je vous invite à emmener votre perception juste à l'extrémité de vos narines. Focalisez sur la légère sensation tactile produite par l'air qui entre et qui ressort. Juste s'il vous plaît, juste quelques minutes, prenez plaisir à cet exercice. Disons une dizaine de respirations consécutives sans distraction. Et de temps à autre, observez votre concentration avec une partie de votre esprit. Pensez-vous à autre chose? Est-ce que c'est rendu flou? Et sans jugement, vous recommencez. L'air qui entre et l'air qui ressort.
Juste encore un peu plus. Et maintenant, de nouveau, comme une partie de votre esprit, faites juste observer la différence de qualité intérieure. Permettez-vous de ressentir qu'il y a peut-être un peu plus de paix déjà. Juste un peu de calme qui commence à émerger. Et nous pouvons alors nous concentrer désormais sur ce calme même, sur la sensation de paix même. Si ici vous ne la ressentez pas encore, je vous invite à l'imaginer. Comme une bulle de sensations paisibles, pures, une bulle de tranquillité, comme si vous étiez dans l'expérience même de calme. Et le calme est sans mouvement et sans forme, un pur espace, complètement paisible, un espace infini de tranquillité. Et juste prendre plaisir, comme ça fait du bien. Et d'où est venu ce calme? De la nature même, de l'esprit, du ciel. C'est à cet espace infini qui est l'espace même de votre esprit, qui est le champ même de votre conscience. Totalement clair, totalement calme. Et on ne peut pas être séparé de son esprit. Alors ne vous sentez pas comme un point au milieu de cet espace, mais plutôt identifiez-vous, sentez-vous être tout cet espace à la fois, tout ce calme, toute cette absence de forme, de limite, tout ce pouvoir de connaître et de créer. Juste pour encore une minute. Et vous pouvez commencer à relaxer, à vous détendre. Vous avez besoin de vous étirer ou
vous massez. Là, je vais faire un signal à ceux qui voulaient sauter la méditation, que c'est maintenant. Ça va? Ça vous a plu? Avez-vous l'impression pendant, disons, 2 minutes, qu'on pourrait dire que vous vous êtes senti un peu plus calme? Un peu plus calme. 2 minutes. En fait, c'est immense. Parce qu'une fois qu'on a ressenti cela, maintenant c'est juste de se familiariser, de pratiquer. Mais déjà de pouvoir constater qu'en s'arrêtant, en n'attendant plus rien de l'extérieur, en diminuant nos pensées donc habituelles, voilà, une expérience un peu plus paisible déjà se manifeste. Le bien-être que j'ai cherché toute ma vie est déjà en moi. Mais là, c'est plus une petite déclaration creuse. Ce bien-être est déjà dans la nature même de mon esprit, de ce qui est clarté et qui connaît. De ceci, de cette propre expérience, nous pouvons comprendre que notre esprit est donc naturellement clair et paisible et qu'il est pur. Que veut dire pur? Pas pur d'un point de vue moral, non. Pur comme d'un point de vue chimique. Pur en chimie veut dire libre de tout ce qui n'est pas dans sa nature. Une eau pure à 100% est simplement libre de tout ce qui n'est pas de l'H2O. On est d'accord? Bien que... Alors notre esprit est donc libre de tout agitant par nature. Si on le mélange avec un agitant, voilà, il y aura une expérience d'agitation, de perturbation, de tension. Mais on enlève l'agitant et l'esprit se révèle pur, calme, clarté. Ça va? C'est suffisamment scientifique pour vous? Si ça vous va, poursuivons notre contemplation. Et tentons de rester effectivement scientifique. D'accord? Voici la partie scientifique, philosophique, logique de cet exposé. Alors, essayons de résister aux préférences et biais culturels qui peuvent tous nous habiter. La science est définie en tant que discipline utilisant des méthodes d'investigation rigoureuses, vérifiables et reproductibles, visant à comprendre le monde et ses phénomènes. La science est considérée donc comme une quête de vérité. Qu'est-ce qui est vrai par rapport au faux? Elle nécessite alors une remise en question constante des préconceptions. Son objectif tel que défini par le philosophe scientifique Étienne Klein. La science vise à percer l'écran des apparences pour y découvrir le fond intelligible que ces apparences nous masquent. Au CHU de Montpellier, il est compris que cette démarche scientifique doit s'appliquer, bien entendu, aussi au fonctionnement psychique, à l'esprit. Et nous pouvons comprendre que c'est une méthode d'investigation, le bouddhisme, puisqu'il s'efforce d'investiguer l'esprit avec rigueur, de façon vérifiable et de façon reproductible. Peu importe que les personnes s'identifient être bouddhistes ou pas. On n'a pas besoin de s'identifier. Non, mais moi, je suis de l'école de physique quantique de Copenhague pour observer les phénomènes dans l'accélérateur de particules. On veut aller au-delà de nos préconceptions, de nos croyances. On veut observer. On est d'accord? Donc, si nous ne pouvons pas trouver de forme à notre esprit, allez-y. Donc, ni par l'auto-investigation, ni par l'analyse en laboratoire. Donc, nous devons accepter que notre esprit soit non genré. Mais oui, pas de forme,
pas de genre. Hmm? Notre esprit est queer par nature, en quelque sorte. Hmm? Bon, queer, c'est un mot anglais. Ça signifie étrange, peu commun, bizarre ou tordu. À l'origine, une insulte homophobe que la communauté LGBTQI+, a eu le brillant de s'approprier. Un peu de taquinerie parfois dans cette population. Très habile. Donc une définition désormais de queer est qui ne se sent pas appartenir à un genre défini. Ce qui ne se sent pas appartenir à un genre défini. Bien, comme notre esprit n'a pas de genre, il n'a pas de genre défini. Donc tous, du point de vue de la nature de notre esprit, nous sommes tous queer. C'est scientifique. Ainsi, du point de vue de notre esprit même, aussi, nous ne pouvons pas avoir de préférence sexuelle définie. Ni hétéro, ni bi, ni homo, ni asexuel, ni pansexuel, ni fluide, ni fixe, ni naturel, ni apprise, ni culturel, ni individuel, ni défini, ni indéfini, du point de vue de l'esprit. En ce moment, nous ne parlons que de cela, ok? Point de vue de l'esprit, ça va? Quelle liberté! Mais c'est formidable! Et quelle ouverture pour enfin ressentir de l'authentique tolérance pour tous. On est tous queer. un instant, là. Y a-t-il des genres alors ou pas? Très bonne question. Bon. Un genre, c'est une catégorisation. Toute catégorisation est une conception de l'esprit. Vous avez dit que ça deviendrait philosophique. Préparez-vous, ce n'est que le début. Tout genre défini est donc défini par l'esprit. Il n'y a pas un genre défini tout seul. Il n'y a pas de catégorisation ou de définition de leur propre côté. Et c'est ce que les philosophes trans nous démontrent encore et encore et encore. Pourquoi les collants, les escarpins, les perruques, le maquillage et les mouches étaient si importants pour exprimer la masculinité à la cour de Louis XIV? Pourquoi un complet cravate et des chaussures de cuir et des cheveux courts sont maintenant le propre pour exprimer la masculinité à la cour des grandes puissances actuelles? C'est l'esprit qui crée tout ça. J'aimerais vous parler ici un peu du concept bouddhiste de vacuité. La vacuité veut dire l'absence d'existence intrinsèque, ou en soi, ou de son propre côté, ou séparable, ou qui se définit tout seul. Par exemple, soi. Commençons par là. Soi existe seulement en dépendance par rapport à autre. Voilà. Sans la présence d'au moins un autre, nous ne pouvons pas établir soi. Soi ne peut exister séparément de autre. Soi est distinct de autre, mais en est inséparable. Cette distinction est uniquement conceptuelle. Ou la maman et son enfant, elle détermine que ça y est, je termine là. Quand elle ressent que son enfant a faim. Mais pourtant, elle doit se distinguer. Ma voiture, quand je conduis, grande vitesse, où est moi et la voiture? Pourtant, pour remplir d'essence, je dois la distinguer. Ça coûte pas très bon la gasoline. Donc, si nous cherchons un soi de son propre côté, à l'isoler complètement des autres, nous arrivons toujours à rien, à une absence ou une vacuité. Nous cherchons à nous isoler complètement des autres et nous disparaissons. Dès que nous nous exprimons par la simple relation avec les autres, nous pouvons à nouveau nous distinguer. On essaie de complètement s'effacer des autres, on disparaît. Dès qu'on est en relation avec les autres, on peut se distinguer. C'est ce qu'on appelle en philosophie bouddhiste la relation de dépendance. Soi et autre, c'est comme aussi ici par rapport à là-bas. C'est relatif. Ici, c'est pas vraiment ici.
Hein? Et là-bas, ce n'est pas vraiment là-bas. Vous avez juste à rendre le ici là-bas, et le là-bas est rendu ici, et le ici est devenu là-bas. Hein? C'est la même chose avec avant et après. Avant, c'est en fonction d'après, et après, en fonction d'avant. C'est une relation de dépendance. Imaginez un avant tout seul. Mais avant quoi? Donc, je veux dire, avant quoi? Le avant disparaît. Dès qu'on a mis un après, ah oui, ok, avant, c'est après. Ah bah oui, là, on peut distinguer. Ça a du sens? C'est pareil pour soi et les autres. Soit quoi? Vacuité. Dès qu'il y a les autres, relation de dépendance. Dès qu'on essaie de briser cette relation d'interdépendance, les choses disparaissent. Vacuité. Si de la même manière, nous cherchons un genre qui existe de son propre côté, féminin ou masculin, par exemple, je prends cela, eh bien nous ne pouvons rien trouver. Car féminin dépend toujours de la présence du masculin pour être distinct ou établi. Et c'est pareil pour masculin. Ce sont des termes relatifs qui dépendent de la conception et de la convention qui fut donc établie. Donc, nous pouvons comprendre de la même manière pour le yin et le yang, ou le mouvement qui accueille et le mouvement qui repousse, comme dans les pôles négatifs et positifs des aimants, ou dans la fermeture ou l'ouverture des 0 et des 1, et ainsi de suite. Toutes ces polarités qui fonctionnent, certes, mais dont leur fonctionnalité dépend de leur contraire, ne peuvent exister en soi, de leur propre côté. Vous avez déjà vu un pôle sud tout seul, de son côté? Bouddha affirme que nous pouvons tous, par l'analyse valide, parvenir à réaliser que tous les phénomènes, sans exception, existent en relation de dépendance, et non pas de manière intrinsèque ou isolée. Même la vacuité elle-même n'existe pas de son propre côté, ni non plus l'état de Bouddha, ni non plus l'esprit. Par exemple, pour parler de l'esprit, nous parlions d'un espace de conscience. Eh bien, conscience implique toujours conscient de quelque chose. On ne peut pas établir conscience alors qu'on est inconscient. Sans quelque chose dont on est conscient. Prêtons attention, s'il vous plaît. Je sais, c'est technique, c'est philosophique. Il y en a qui raffolent de la philosophie. D'autres... Bon, je vous ferai un signe un peu plus tard quand on va repasser à la partie pratique. D'accord? Prêtons attention, car cela veut dire que l'esprit n'est pas une entité fixe d'un côté. Un peu comme le serait un miroir fixe, inchangeable, ne faisant que refléter le reste qui est mouvant, changeant et permanent. Non, il faut comprendre ce point tout aussi essentiel. Si on parle toujours d'un phénomène en relation de dépendance, que la conscience est toujours consciente de quelque chose, alors chaque moment de conscience est unique. L'esprit change donc constamment. L'esprit est fluide, impermanent, toujours changeant. Donc, notre base d'identité change constamment, à chaque instant. Elle est fluide. Non seulement nous sommes tous des personnalités queer, mais aussi fluides. Les tendances durent, mais ne sont pas fixes. Elles dépendent de nombreuses circonstances, elles aussi changeantes. Dès que les circonstances ont changé, toute l'expérience a changé. L'identité a changé. Alors, de son propre côté, il n'y a pas de genre masculin ou de genre féminin. Il n'y a pas non plus d'absence de genre, ou les deux genres à la fois, ou de non-dépendance au genre de leur propre côté. Il n'y a pas de fixité absolue de genre. C'est une capacité de l'esprit de créer la solution la plus adaptée à un contexte donné. Comme les contextes sont toujours changeants, l'esprit est tout aussi toujours changeant. C'est ce qui permet, par exemple, que nous puissions jouer à être un autre genre, à nous travestir pour carnaval ou Halloween, à jouer un rôle de théâtre et y croire, ou bien de nous retrouver dans un rêve, soudainement, avec un autre genre,
Et puis, accepter cela comme c'était tout à fait normal, non? On n'a pas une crise d'identité, mais... Donc, il ne peut pas y avoir de préférence sexuelle non plus, de leur propre côté. Donc, nous sommes vraiment tous queer. Et chacune, à notre manière, unique et toujours changeante. Mais personne n'est queer de son propre côté. Alors, orientation, genre, il est où le problème finalement? Nulle part. Maintenant, pourquoi, même s'il n'y a pas de problème qui peuvent être trouvés, nous pouvons toutefois ressentir un problème? C'est vrai que c'est une bonne question. Parce qu'on ressent un problème. Et pourtant, on vient de montrer qu'il n'y avait pas de problème. Alors pourquoi est-ce qu'on ressent un problème alors qu'il n'y a pas de problème? Bon, il ne faut pas que quelque chose existe pour que nous puissions ressentir un problème. Prenons n'importe quel malentendu. Nous souffrons, nous avons un problème, alors que ce ne fut qu'une mauvaise compréhension. Dans notre esprit, nous concevons qu'une chose est arrivée, qu'une chose fut dite. Et même si ce n'est pas arrivé, même si ça n'a pas été dit, eh bien nous l'avons perçu tout de même. Mais surtout, et je fais très attention à mes mots, parce que nous y avons cru que nous souffrons. N'est-ce pas? C'est en dépendance d'une croyance non correcte. Qui croit qu'une chose qui n'est pas là, qui est vacuité, est là pourtant. Mais j'ai jamais dit ça. Mais oui, tu l'as dit. Non, mais ça n'a jamais été dit. Et pourtant, on l'a vu et cru que ça a été dit. Plus encore, qui, là où ce n'est même pas, on le perçoit. C'est donc une hallucination et une mauvaise croyance réunie. Il faut les deux. Mais c'est en dépendance de quelque chose qui n'est pas là, une vacuité. D'accord? Alors, nous voici au cœur de la démonstration d'aujourd'hui. Le sentiment d'identité, la notion de moi-je que nous avons, est-ce que c'est basé sur une hallucination ou sur ce qui existe? Sur une conviction donc valide ou sur une mauvaise croyance? Avant d'arriver au genre et à l'orientation sexuelle, moi, là auquel je me réfère, lequel j'associe à un genre ou à une orientation sexuelle, est-ce que ce « je » déjà était valide ou basé sur une hallucination et une fausse croyance? Sur un non-existant, un malentendu? Si nous observons, d'accord, sans nous compliquer la vie, sans nous couper les cheveux en quatre, sans philosopher, d'accord, juste comment nous nous percevons habituellement, car toute la journée, nous faisons référence à « moi-je », en pensée, en parole, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce « moi-je » auquel on se réfère? On parle de qui quand on parle de « moi-je », quand on pense à « moi-je ». Peu importe, ce « moi-je » possède tel genre ou telle orientation. C'est qui ce « moi-je » qui possède, qui est le possesseur de ce genre, de cette orientation? Vous me suivez? Ça va? Je vous ferai un signe tout à l'heure. Ça va aller. Bien. Avec un esprit disposé, en premier pour l'analyse scientifique, c'est-à-dire paisible et lucide, grâce à la méditation. Observons ce qui nous apparaît habituellement derrière moi, je. Mon instinct me dit, tout simplement, que si j'enlevais tout ce qui n'est pas moi, je, eh bien, il ne resterait que moi, je. Il y a moi ici, là, moi je suis là. Puis il y a là-bas, là, le reste. Alors, oubliez un instant tout ce que je viens de vous expliquer, ça fait du bien. Allons juste observer ce à quoi nous faisons référence sans aucune analyse scientifique. D'accord? Pur instinct, pur pilote automatique. Comme on ressent les choses, d'accord? Droit dans les apparences, sans chercher à les percer, on oublie tout ça, d'accord? Juste reconnaître ce qui nous apparaît. Reconnaître ce dont nous faisons spontanément l'expérience et de façon habituelle, d'accord? Il y a une apparence que moi-je est ici et que tout ce qui n'est pas moi-je est là-bas. Il ne semble pas y avoir de relation essentielle entre moi ici, ce qui n'est pas moi là-bas. L'univers existe là-bas. Il fait ses choses. Et il y a moi ici et je fais les miennes. Des fois, on se parle un peu. Mais l'univers existe très bien sans moi. Quand je dors, l'univers continue de faire toutes ces petites choses.
Hein? Puis moi, quand je rêve, je fais mes petites choses à moi. Ça vous va? Très bien. Ça semble la même chose avec les autres. Et, un peu plus subtilement, même, on dit mon corps. Si je suis le possesseur de mon genre, de mon orientation, je suis aussi le possesseur de mon corps et de mon esprit. Donc, il y a encore un petit peu plus moi là, à l'intérieur, derrière. Et là, il y a mon corps. Et là, il y a mon esprit. Vous savez, comme un pyjama. Quand je mets une marionnette, je ne suis pas la marionnette. Je fais bien la différence entre ma main, moi, et la marionnette. Il y a le corps et moi. Il y a l'esprit et moi. Ça va? Juste purement, instinctivement. N'est-ce pas comment je me conçois habituellement? Et c'est là le moment de faire une expérience de pensée. Une expérience scientifique théorique. Et j'insiste beaucoup sur le théorique. D'accord? J'imagine à présent que je fais disparaître tout l'univers. Vous voyez pourquoi c'est important que ce soit théorique? Car ce n'est clairement pas moi. Et je fais aussi disparaître tous les autres. D'accord? Je sais que vous le désirez parfois, faire disparaître tous les autres, mais ici c'est purement théorique. D'accord? Car ils ne sont pas moi. Et là, dans cet infini néant, il ne reste que le corps, l'esprit et moi. D'accord? Alors je fais disparaître le corps complètement, donc jusqu'à son niveau le plus subtil d'énergie, et je fais disparaître l'esprit complètement, donc jusqu'à son niveau le plus subtil de conscience. Il n'y a plus d'univers, il n'y a plus d'autre, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de conscience. Que reste-t-il dans ce néant que je peux encore appeler moi-je? Où est la main derrière la marionnette? Oh. Même sans rien de tout cela, comment je peux même prononcer les mots moi-je? Le point ici, c'est que notre apparence et notre croyance habituelle de nous-mêmes est complètement erronée. Il y a ce sentiment de séparation entre nous d'un côté et tout le reste autre. Et cela inclut les sensations de satisfaction et de bien-être. Là-bas, moi ici. Le sentiment d'avoir de la valeur, de l'importance, là-bas, et moi ici. On se sent séparé de la satisfaction et de la valeur, et c'est immensément angoissant. Pourquoi on a tous cette angoisse existentielle? Bouddha nous explique. Parce qu'on se conçoit comme étant complètement séparés, alors qu'on existe en relation de dépendance. On cherche la satisfaction, la valeur, on court après. Et juste cette course nous rend encore plus tendus, maintient des états d'esprit encore plus agitants. Et on ne trouve jamais la satisfaction. Quand vous avez été satisfait, ça a duré combien de temps? Quand vous êtes senti enfin de la valeur, ça a pris combien de temps pour vous ressentir dévalorisé? En tant que nous nous concevons incorrectement, en fait, que nous ayons identifié ou pas notre genre, que nous ayons identifié ou pas notre orientation sexuelle, tant que nous ne concevons pas le possesseur correctement, nous ne serons jamais vraiment satisfaits. Toutes les personnes qui vivent leur orientation sexuelle sont enfin heureuses avec leur sexualité. Oui, c'est vrai, certainement, mais pleinement satisfaites? Pour toujours? Non. J'ai enfin de la valeur à mes yeux parce que je vis selon mon genre. Oui, ok. Mais je me sens totalement valorisé maintenant? Non. C'est bien d'identifier son genre, son orientation sexuelle. Mais c'est tellement important d'identifier soi correctement. Pas parce qu'il y a un problème avec mon orientation sexuelle ou mon genre. Pas parce qu'il y a un problème avec l'orientation sexuelle ou le genre de quelqu'un d'autre. Mon seul problème, c'est lorsque je m'identifie incorrectement. Là, j'ai des problèmes et je trouve des problèmes avec les autres. Donc, je ne peux jamais pleinement me satisfaire ainsi. C'est tout. Donc, première chose que nous avons vue, si on voulait juste expérimenter la satisfaction, le contentement, il faut juste retrouver un esprit calme et paisible. Juste arrêter les pensées agitantes ou perturbatrices.
La nature des pensées agitantes ou perturbatrices, c'est une mauvaise croyance basée sur une hallucination. Ça tourne à vide. C'est pour ça que ça nous perturbe. C'est juste cet état de tension et qui ne va jamais se terminer. Une tension à vide. Mais nous, on cherche, on veut être différent, on veut être meilleur, on veut que les conditions soient différentes, on veut que les conditions soient meilleures, on veut que les autres soient différents, on veut que les autres soient meilleurs. Mais ça ne va jamais se produire si moi, je ne m'identifie pas correctement. Voilà le problème. Le problème n'a jamais été l'orientation sexuelle ou le genre de qui que ce soit. En fait, l'orientation sexuelle ou le genre de qui que ce soit n'a jamais eu le pouvoir de causer de la souffrance ni de la douleur à qui que ce soit. Croire cela, ce sont les fausses croyances, les perturbations mentales qui donnent de plus à un faux je la sensation de souffrance, de douleur. Est-ce que le ciel a déjà eu un problème avec les orages? Est-ce qu'un orage a déjà réussi à abîmer le ciel? Jamais. Avant, pendant et après l'orage, le ciel demeure spacieux, clair et paisible. Avant, pendant et après la sensation de souffrance, l'esprit est spacieux, clair et paisible. C'est quand même bien d'être queer. La sensation de souffrance à l'état de veille ou dans le sommeil n'est donc relative, semblable à une hallucination, un malentendu, ce qui n'est pas arrivé, ce qui n'a pas été dit, n'a jamais fait souffrir qui que ce soit. La vacuité. Mais la fausse croyance que quelque chose va contre la fausse croyance d'un moi-je, tout ce lot de fausses croyances crée une fausse croyance, l'apparence de souffrance. « Oh, mais tu me crèves le cœur !» Quand vous avez annoncé votre genre ou votre orientation sexuelle. Mais l'autre, vous n'aviez jamais eu le pouvoir de crever le cœur à cette personne. C'est simplement la croyance de cette personne d'être séparée et insatisfaite, son idée que tout le monde doit avoir un certain comportement pour qu'elle puisse être satisfaite, qui a créé l'expérience désagréable qu'on appelle la douleur. En fait, puisque nous n'existons pas séparément des autres, nous existons donc en interdépendance avec les autres, comme j'expliquais plus tôt. Donc quand je vois que quelqu'un est tendu à cause de l'expression de mon genre, de mon orientation sexuelle, je comprends que c'est seulement dû à son hallucination et à sa fausse croyance. Et comme nous sommes interreliés, eh bien j'ai de la compassion pour cette personne. Je ne me sens pas attaqué personnellement, je ne me sens pas jugé, je ne la juge pas et je ne l'attaque pas personnellement. J'ai de la compassion. Tout à coup, la tension mentale en moi vient de disparaître et je ressens à nouveau du calme à l'intérieur, un bien-être, car j'ai éliminé une pensée agitante, une fausse croyance. Nous sommes tous interreliés. C'est donc tout à fait naturel de désirer que les autres soient délivrés de leurs hallucinations anxieuses. C'est ce qu'on appelle la compassion bouddhiste. Et c'est donc tout à fait aussi naturel de désirer que les autres puissent être heureux. Donc en se réalisant vraiment, c'est ça l'amour dans le bouddhisme. Notre vraie nature est dans cette sagesse relationnelle. Elle est donc compatissante et aimante. Nous avons l'impression d'exister séparés des autres. C'est ce que nous saisissons comme étant moi, je ou l'ego. Et nous vivons tout en dépendant de cette recherche constante d'autosatisfaction ou l'égocentrisme. Et c'est juste ça le problème. Si nous cultivons cependant des états d'esprit valides, ce qui est la fonction de la méditation, nous pouvons désormais agir animés par la sagesse et la compassion. Et nous pouvons ainsi créer des actions aux conséquences bienfaisantes pour nous-mêmes, pour les autres. J'aimerais dire inséparément, puisque nous sommes tous interdépendants. Chaque instant, différent. C'est notre contribution particulière, unique. Si chaque expression est motivée par l'intention d'être bénéfique, c'est notre compassion. Si chaque expression est alors adaptée à la situation, c'est notre sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de pratique de tout cela? Pour conclure, sur la base de ces raisonnements, donc, ne nous faisons plus souffrir, ni avec nous-mêmes, ni avec les autres. Ayons de la compassion et de l'amour
pour tous ceux qui apparaissent à notre esprit, nous-mêmes et les autres. Agissons avec sagesse. Ainsi, nous resterons toujours avec un esprit clair et paisible. Nous resterons donc toujours heureux. N'est-ce pas la première chose que nous cherchons? Et nous pouvons alors, avec plus de patience, plus de sagesse, plus de joie, plus d'énergie, développer notre pouvoir d'influence. Tous les militants, tous ensemble. Donc on peut s'aider ainsi plus activement à réduire l'ignorance et la peur, car on aide les autres à s'identifier correctement. Par l'expérience méditative et par le raisonnement logique, nous avons vu que personne n'a besoin de blâmer son orientation sexuelle ou son genre, tant que source de souffrance. Vivons donc tous moins dans la peur et moins dans l'ignorance nous-mêmes. Quittons l'impuissance que crée cette interminable préoccupation pour une fausse idée de nous-mêmes tournant en vide. Cultivons le pouvoir, au contraire, qui est issu de notre sagesse et notre compassion. La joie et la confiance qui vont surgir va nous aider à agir avec tellement plus d'habileté, de sagesse. Nous pourrons mieux convaincre, car les autres comprendront que nous avons sincèrement à cœur leur bien-être, qu'ils puissent complètement se réaliser. Ce ne serait pas une base intéressante pour le militantisme? Et nous pourrions mieux aider les autres à partager aussi nos critiques des lois et des structures qui nuisent à l'épanouissement de chacun, à être bénéfiques à l'ensemble. En fait, les comportements homophobiques empêchent les homosexuels d'être bénéfiques à la société dont ils font partie et depuis tout leur potentiel. En fait, les comportements transphobiques empêchent les trans de pouvoir être bénéfiques à la société dont ils font partie depuis tout leur potentiel. C'est donc notre devoir de citoyen LGBTQI+, de contribuer de façon positive et sage à faire tomber les peurs, les ignorances, les comportements, les lois, les structures qui nous empêchent d'être bénéfiques à tous, à partir de ce que nous avons de plus formidable et de plus unique à contribuer à chaque instant de notre vie. Pour ceux qui sont encore en questionnement par rapport à leur identité de genre et d'orientation, puis-je vous suggérer d'établir en premier avec un esprit clair et calme, avec une sagesse, une intention bienfaisante, votre genre et votre orientation sexuelle. Comme ça, acceptez rien qui serait plaqué, qui serait résigné ou qui serait hésitant. Ayant établi plutôt un esprit valide, découvrir votre pouvoir valide. Car par la compassion et la sagesse, votre genre et votre orientation ne demeurent pas que des caractéristiques passives, mais deviennent vos pouvoirs de contribution. Ça a du sens? Alors je vais le répéter. Par la compassion et la sagesse, votre genre et votre orientation ne demeurent pas que des caractéristiques passives, mais deviennent vos pouvoirs de contribution. Ainsi, vous aurez un sentiment de vivre enfin votre vie, une vie qui vaut la peine d'être vécue, car une vie qui est à votre manière, à vous, d'être bénéfique, à tous à qui vous êtes interdépendants. Pour les proches, s'il vous plaît, comprenez, j'espère, par toute cette démonstration, que le genre n'est qu'une propriété dictée par l'esprit et que l'orientation sexuelle n'est qu'une propriété dictée par le corps. Ceci est démontré par la science. C'est dans l'esprit qu'on se sent féminin ou masculin, que de la clarté sans forme, non genrée, se manifestent les conditions intérieures qui font qu'on se sent plutôt masculin ou féminin, ou les deux, ou dans différentes combinaisons, ou fluide, ou même que ce référentiel féminin-masculin n'est pas le nôtre. Il n'est pas de son propre côté en tous les cas. Peut-être, vous allez même découvrir chez vous une certaine liberté dans vos aspects féminins et masculins, ou peu importe comment vous voulez vous y référer. Permettez-moi d'utiliser une analogie. Okay? Certaines personnes, pour toutes sortes de conditions, naissent par exemple avec les cheveux blonds, et d'autres les cheveux bruns. Certaines sont très 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 blondes et d'autres très 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 brunes.
Sans oublier que certaines sont blondes et brunes, dans différentes combinaisons. Hein? Et puis oui, il y a aussi les cheveux roux, 4% de la population européenne, d'accord, qui sont en dehors de la polarité blond-brun. Et il y a certaines personnes qui n'ont pas de cheveux. Bien, alors, certaines personnes, vous savez, même si elles sont nées avec les cheveux blancs, elles se sentent brunes. Voilà. Mais elles font quoi? Elles se font faire une teinture, c'est tout. Elles ont même le droit de changer d'idée aussi, même de revenir si elles veulent. Plusieurs perruques en dessous de la nouvelle teinture si elles ont envie. D'accord? Mais la couleur des cheveux, ça n'est pas la même profondeur de conséquences que l'identité de genre. Donc, fin de l'analogie. Le masculin et le féminin, cela a de nombreux niveaux et affectant de nombreuses sphères de notre existence. Alors c'est beaucoup plus troublant de ne pouvoir vivre selon ce que nous ressentons que nous sommes, en fonction de notre genre, que simplement de la couleur de nos cheveux. Soutenons, aidons ceux qui vivent avec un doute profond par rapport à leur genre et dans leur transition, si c'est leur conclusion. Le masculin et le féminin, cela a tellement de nombreux niveaux. Non, ça j'ai déjà dit. Vous savez, c'est vrai, d'accord. Le féminin, le masculin, ça a tellement de nombreux niveaux. Vous savez, dans le bouddhisme, nous considérons au niveau énergétique que le féminin, c'est notre aspect sagesse. Et que le masculin, c'est notre aspect compassion. Et l'état de Bouddha, c'est la réalisation de l'union de la sagesse et de la compassion. Que c'est cela la véritable liberté d'où tirer toute notre force, donc la véritable quête de notre vie. Alors désormais, quand vous verrez une représentation d'un Bouddha féminin, vous pouvez vous dire, cela symbolise un aspect de ma sagesse. Et quand vous verrez une représentation d'un Bouddha masculin, vous pouvez vous dire, ceci symbolise un aspect de ma compassion. Et quand vous voyez des Bouddhas en étreinte, ce ne sont pas des promotions d'un certain ordre naturel, hétérosexuel, non. L'esprit est non genré. Cela est la représentation symbolique que notre but ultime est d'unir notre sagesse et notre compassion, car elles dépendent l'une de l'autre pour réaliser tout notre potentiel bienfaisant. Peu importe son expression, son genre ou son orientation sexuelle. Les proches. S'il vous plaît, comprenez aussi que le corps que nous avons, tout comme il a ses caractéristiques génétiques, avec lesquelles nous naissons, comme la couleur des cheveux, mentionné plus tôt, il naît aussi avec ses conditions de préférence sexuelle. Voilà tout. Peu importe l'éducation des parents, si elle stimule ou dévalorise l'homosexualité, par exemple, cela ne changera rien. Sauf peut-être d'augmenter ou de diminuer la difficulté avec laquelle on pourra devenir bénéfique à tous. Cela est démontré par des études statistiques dans toutes les cultures, tout autour de la planète. Peu importe si la culture locale favorise ou discrimine ou s'en fout, au bout du compte, il y a toujours à peu près le même pourcentage d'individus qui s'identifient homosexuels. Aucune différence substantielle. Chez les animaux, l'homosexualité est d'ailleurs observée chez plus de 250 espèces. Alors, comme les animaux ne maintiennent que ce qui favorise la reproduction de l'espèce, eh bien, c'est juste une évidence scientifique. Si l'homosexualité était une erreur de la nature, si c'était mauvais pour la survie de l'espèce, qu'il existe des préférences sexuelles qui n'ont rien à voir avec la reproduction, eh bien, ces préférences auraient disparu depuis longtemps. Même chez les animaux, des couples homosexuels prennent soin des rejetons d'autres couples. Oh. Et de plus, en passant, la nature a tellement plus d'imagination au niveau des possibilités de genre et d'orientation sexuelle. Vous pensez qu'elle se limite à LGBTQI+? Que non! Prenons juste le blob. Oui, le blob. Le blob, c'est cette créature qui prend le contrôle de notre planète dans les meilleurs films de science-fiction de série B. Mais le blob est dans la nature toutefois et est inoffensif. Rassurez-vous, vous pouvez même aller en observer un d'ailleurs au parc zoologique de Paris. Très bien. Donc dès le 15
Décembre, première chose à faire, on va tous voir le blob à Paris. Alors, un blob, c'est comme un tapis de mousse unicellulaire, intelligent, auto-régénératif, pratiquement immortel, qui avance à 1 à 4 cm par heure et qui peut doubler de taille tous les 2 jours. Et il apprécie particulièrement les cornflakes. Eh bien, jusqu'à présent, nous avons pu constater que le blob est queer en termes de genre. Car il n'est ni mâle ni femelle, mais possède 720 types sexuels. 720. Il est beaucoup plus hétéro que les hétéros. Il a 719 chances sur 720 d'être de sexe opposé et de pouvoir fusionner pour former un nouvel individu quand il trouve un match sur Tinder. Il est tellement queer que si le blob était humain, il faudrait définitivement l'inclure parmi les LGBTQI blob+. Pour les parents, bon, écoutez bien, parce que c'est tellement important pour ne pas culpabiliser. De plus, les recherches démontrent que ni l'héritage génétique, ni l'héritage culturel ont une incidence décisive. Donc, aucun parent n'a à se blâmer, ni à blâmer l'autre parent. Et ce, ni pour comment il a été élevé, ni pour son bagage génétique. D'accord? Ne vous blâmez pas non plus pour l'identité de genre de votre enfant, ni ne blâmez l'autre parent. Cela est seulement contre-productif. En fait, d'un point de vue du développement psychologique, vous connaissez les enfants, non? Particulièrement à l'adolescence. Hein? Ils ont besoin de parvenir à se distinguer de leurs parents. Dites-leur que fumer c'est très mauvais, qu'est-ce qu'ils font le lendemain? Alors, plus vous mettez de pression dans une direction par attachement, plus vous contribuez seulement au contraire. Et votre enfant ne reconnaîtra pas sa nature actuelle. Il ira juste en choisir une pour se distinguer de vous. Oh, et pour cela, vous pouvez compter sur lui. Hein? Des recherches ont en effet observé que davantage d'enfants se sont identifiés comme homosexuels face à des parents qui dénigraient cette préférence. Chez les enfants qui furent élevés par des parents homosexuels. Hein? Les enfants d'ailleurs qui ont été élevés par des parents homosexuels sont souvent en dessous de la moyenne, statistiquement, à s'identifier homosexuels. Et pourquoi? Juste, les psychologues ont juste trouvé que c'était le besoin normal des adolescents de se distinguer de leurs parents. Bref, plus vous leur dites que c'est mal, plus il y a de possibilités qu'ils veuillent s'identifier. Alors que le plus gagnant pour vous, c'est qu'ils puissent s'identifier leurs caractéristiques physiques et mentales propres et puissent devenir bénéfiques à partir de celles-ci. Vous gagnez seulement à les aider à se réaliser. L'homophobie. Alors qu'est-ce que l'orientation sexuelle? Peu importe soit-elle, c'est une préférence. Voilà tout. Vous comprenez? Il y en a qui préfèrent le chocolat et d'autres qui préfèrent la vanille. Et certains aiment les deux. Et d'autres, bien, ils n'ont pas envie ou simplement ils ne veulent pas rester à cette polarité chocolat-vanille. Pour eux, par exemple, c'est plus en cornet ou en pot, par exemple. Comme dans moi, avant tout, c'est la qualité de la chimie sexuelle. Ou pour d'autres, c'est moi, avant tout, c'est la qualité de la chimie affective. Tenez, prenez-moi par exemple, je vais vous avouer, j'ai jamais été super chocolat. Je sais, c'est totalement bizarre. Mais que voulez-vous, quand c'est le moment de choisir une glace ou un gâteau d'anniversaire, chocolat, c'est pas du tout ce vers quoi je tends. Mais si vous prenez le docteur Ducasse, vous savez, la dame bien posée, intelligente, qui a parlé, qui a fait la présentation au début, elle est super chocolat. Mais cependant, quand elle veut me faire plaisir, elle est capable d'avoir la maturité d'arriver avec une glace à la vanille pour moi. Elle n'a pas besoin de m'humilier devant tout le monde, tout simplement parce que moi j'aime mieux la vanille. Ou par exemple, pour commencer le partenariat avec son service, elle ne m'a pas demandé si je préférais, bien entendu, le chocolat sur la vanille. Parce que cette préférence ne change rien à ma capacité d'aider à créer un programme de TCC de 3e vague. Imaginez toutefois comment j'ai pu me sentir dans ma jeunesse, parmi les enfants de ma rue. C'est plus qu'un inconfort, je me trouvais bizarre.
Et juste parce que je préférais la vanille plutôt que le chocolat. Je me demandais même si j'étais normal. Non mais sérieux, ça m'a pris du temps avant que j'accepte que je suis vanillophile et que je puisse l'affirmer. Hein? Soyons clairs. L'homosexualité n'est pas un trouble, ni une faute, ni une action négative, ni une transgression, ni un péché. C'est simplement une préférence. Que voulez-vous? Oui, avec le temps. J'ai appris à aimer le chocolat, l'apprécier, mais j'aime mieux la glace à la vanille. Bon, je ne vous ai pas convaincu, soyons plus clairs. L'Institut d'opinion et marketing estime à 3,2% le nombre de personnes s'identifiant en 2019 en France comme homosexuels et environ 3% le nombre de personnes qui ne sont pas chocolat. Je vous jure, je ne l'ai pas inventé. Alors, quand j'étais enfant sur ma rue, à l'école primaire, à la colonie de vacances, dans toute ma parenté élargie, si nous n'étions seulement 3% à ne pas être chocolat, j'aurais donc pu grandir avec le sentiment d'être plus que bizarre, mais d'être une erreur, d'être non conforme, même d'avoir été puni par Dieu. Et cela seulement à cause du biais que le plus nombreux doit être le plus valide. Juste imaginez un instant la honte alors pour mes pauvres parents, car eux, ils sont définitivement chocolat, je vous le dis. Leurs parents à eux étaient chocolat. Et tous les autres enfants sont chocolat dans ma famille. L'ignorance et la peur de mes parents feraient qu'ils ne préparaient que des desserts au chocolat pour ne pas que je maintienne ma dégoûtante tendance. De plus, comme ils seraient inquiets quand je serais invité aux fêtes d'anniversaire de mes amis, le danger que je me comporte bizarrement, que je ne sois pas enthousiaste face au chocolat, comme les autres 97% d'enfants normaux. Comment je serais perçu à l'école avec le contenu de ma boîte à lunch? Dans les vestiaires avec le reste de l'équipe de foot du centre culturel? Pourrais-je contaminer les autres enfants à la colonie de vacances? Les entraîner dans la perversion vanillée? Mais surtout à l'église. Comment cacher cela au curé? Faire attention à ce qu'au goûter après ma première communion, je ne me livre pas à mon péché dans le sous-sol même de l'église. Dieu n'a-t-il pas déclaré « Le chocolat seul tu adoreras » puis détruit les villes de vanille et beurre salé? Toute ma vie, mes parents demeuraient inquiets. Alors je pourrais calquer sur moi leurs doutes. Ne serait-il pas mieux de me guérir pour que je puisse simplement accéder à une vie normale? Peut-être y a-t-il un traitement, peut-être de l'hypnose. Mais quand j'y pense, comment je vais faire pour rencontrer quelqu'un un jour, me marier, avoir des enfants, j'y avais pensé. Même comment trouver un travail, toutes les portes me seront fermées. Et une nuit, en rentrant d'une soirée dans un tram vide, je vivrais dans la peur constante. Je courrais le risque de rencontrer des jeunes, arborant des symboles chocolatés. La haine subite qui pourrait habiter ces jeunes. Par ma seule préférence affichée, je remettrais en question leur préférence à eux. Je bouleverserais tout le sens de leur chocolaïté, de leur classe dominante à 97%. Ma vanillité les dégoûterait, serait une bassesse, troublant leur identité mal assurée. Ils pourraient vouloir me détruire à cause d'elle. Je serais terrifié. Peut-être iraient-ils me poursuivre pour me battre, et peut-être à mort. Et je ne deviendrais peut-être, et peut-être même pas, qu'une statistique. Très certainement, mes parents voudraient m'éviter de telles souffrances. Tout ça seulement parce qu'on parle de 3%. 3 petits pourcents de la population, alors qu'on devrait peut-être parler davantage des 28% qui ont de la difficulté avec ces 3%. Rappelons-nous, en France, c'est seulement à partir de 2013 que les gens qui préfèrent la vanille ont eu le droit de se marier entre eux. En France, 2013. N'oublions pas non plus que ce fut seulement en 1981 que la France ne considérera plus la préférence pour la vanille une maladie mentale. Mais cela prendra encore jusqu'à 1993 pour que ce soit officiellement reconnu par l'OMS. 1993 pour que l'homosexualité ne soit plus une maladie. Et comment comprendre qu'il a fallu attendre jusqu'à 2004 pour qu'on commence à pénaliser non plus ceux qui aiment la vanille, les 3%, mais ceux qui discriminent ceux qui aiment la vanille parmi les 28%. En fait, il n'y a pas de solidité dans les études à savoir
si ne pas être chocolat. Et là, je reviens vraiment à la préférence proprement dite au chocolat. Oublie l'analogie, d'accord? Il n'y a pas de solidité dans les études, à savoir si cette préférence de 97% de la population pour le chocolat, si c'est dû à la génétique ou à l'environnement principalement. Et même si ça pourrait être changé durant la vie, vous savez, permettre à des souris d'arrêter d'aimer la vanille et de passer au chocolat, par une intervention physique ou par l'éducation. Vous savez principalement pourquoi nous n'avons pas ces données par rapport au chocolat? Parce qu'on s'en fout. Parce qu'aimer le chocolat, c'est juste une préférence. C'est tout. Alors, qu'elles sont encore très pauvres, les recherches pour établir si le besoin de stigmatiser chez l'être humain est avant tout génétique ou culturel, ou quels sont les coûts économiques et sur la santé de la société de stigmatiser. Juste une dernière chose pour la transphobie et contre les intersexes. Est-ce que nous ne parlons pas encore des chiffres pour la transphobie, de toute la torture morale et physique que de nombreuses personnes trans vivent et du taux de suicide auprès de cette population? Quand je travaillais au Brésil, à São Paulo, l'espérance de vie des personnes trans était de 36 ans. Tout ça parce que certaines personnes naissent blondes et d'autres brunes. Et puis, certaines se font une teinture. Depuis 2004 seulement que la France pénalise l'homophobie, c'est seulement depuis 2012 pour la transphobie. Et c'est seulement depuis 2016 que le changement d'état civil binaire est démédicalisé. Merci, on est au 21e siècle, mais la demande doit encore être présentée devant le tribunal judiciaire. Alors qu'il ne faut pas oublier non plus que les intersexes, qui se voient encore attribuer un genre à la naissance au gré des conceptions du médecin à l'accouchement. Simplifions alors au moins le processus de changement d'état binaire. Parce que c'est drôle, mais à la naissance, le processus est juste très simple. Mais pas besoin de présenter le bébé devant un tribunal judiciaire. C'est tout de suite réglé. Mais là, quand adulte, la personne veut décéder elle-même, que c'est compliqué. Effectivement, malgré les lois et les avancements, il y a encore beaucoup trop d'incompréhension, de peur, de discrimination, de crimes haineux contre les membres de la communauté LGBTQI+. Et c'est même à cause de cela que nous avons besoin de conférences comme ceci. Demander l'avis à des clowns bouddhistes. Alors que certains de nos juges peinent encore trop lourdement à comprendre les enjeux de ces discriminations et de ces crimes haineux du point de vue des victimes. C'est donc à nous de trouver le langage qui saura susciter l'empathie, qui pourra convaincre, et la sympathie, qui pourra persuader. C'est la haine qui est pathologique. C'est la stigmatisation qui est un trouble mental. Donc, en conclusion, beaucoup plus intéressant, je trouve, que de vouloir guérir tous les LGBTQI+. Demandons-nous à nous plutôt pourquoi chacun de nous avons encore besoin de stigmatiser. Pourquoi avons-nous besoin que les autres changent pour se conformer à nous, plutôt que nous ouvrions à ce qu'ils ont d'unique à nous apporter? J'aimerais dédier cette conférence pour que nous nous guérissions ainsi chacun de la stigmatisation. Ne serait-ce pas alors merveilleux de nous construire chacun une culture personnelle ainsi qu'ensemble, en tant que société, où un coming out n'aurait pas plus d'impact que cela? Car que nous soyons bruns ou blonds, que nous aimions mieux la glace à la vanille ou au chocolat, dans un cornet ou dans un pot, peu importe, si le possesseur de tout cela, le je-moi derrière, est issu de la sagesse et de la compassion, c'est pas ça qui nous rend tous plus dignes, plus humains, en fait. Je crois donc que c'est notre devoir de citoyen de contribuer de façon positive et sage à dissiper ces peurs, ces ignorances, ces comportements, ces lois, ces structures qui nous empêchent tous d'être bénéfiques à partir de ce que nous avons de plus formidable et de plus unique à contribuer à chaque instant de notre vie. Nous pourrions alors nous concentrer plutôt sur l'essentiel, c'est-à-dire peut-être commencer à nous demander les uns les autres: es-tu heureux? Est-ce que tu t'épanouis?
As-tu trouvé le courage de vivre à la hauteur de ce que tu es? Es-tu transporté par l'irrésistible euphorie de partager sans limite le meilleur de toi-même? Vous êtes tous formidables. Et j'espère ne pas vous avoir choqué. J'ai peut-être commis des erreurs en relation à la culture LGBTQI+, ou émis des généralisations ou des simplifications un peu trop faciles. Si c'est le cas, je vous demande pardon et je vous prie de nous laisser savoir. Peut-être d'ailleurs certains voudront pouvoir poser des questions par le biais de notre rencontre par visio. Allons prendre une pause, allons nous retrouver tout à l'heure. Et là, je fais signe à ceux qui sont endormis pendant la pratique théorique, c'est le moment de vous réveiller. Merci beaucoup.